Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le mercredi 30 janvier 2019 et dans cette vidéo on va parler un petit peu d'infrastructure, réseau, système autour de CentOS. Je vais illustrer tout cela sur CentOS et on va parler SCSI et plus particulièrement ISCSI. Alors, normalement, peut-être que vous avez déjà entendu parler de Squeezie et iSqueezie. Voilà, moi je dis ISCSI. Donc il faudra juste vous habituer à ce que je prononce toutes les lettres du concept. Alors, on va parler de ça. Donc SCSI, c'est quoi? C'est ça. Donc c'est un type de connectique, un peu comme le SATA et l'IDE, qui sont principalement utilisés sur les serveurs parce que ça offre de très très bonnes vitesses. Ici, vous voyez, c'est un disque à 10 000 tours minute. Il y a même quelques disques à 15 000 tours minute et c'est quand même beaucoup plus rapide que le SATA. Ça ne permet pas de connecter que des disques durs, mais ça permet de connecter aussi d'autres périphériques tels que des lecteurs de bande, quand on fait des sauvegardes sur bande magnétique. C'est pas parce qu'on parle de bande magnétique qu'il faut faire une analogie avec les disquettes, puisque aujourd'hui on a des bandes magnétiques qui font plusieurs téraoctets de données, donc c'est toujours utilisé dans le monde entreprise. Voilà. Et donc ça, c'est le SCSI. Eh bien, le ISCSI, le I, c'est comme IP. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'émulation des commandes du protocole SCSI, mais ce, via le réseau. Voilà. Donc ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'acheter ce genre de câble qui coûte la peau des fesses. Il ne faut pas non plus se voiler la face là-dessus, ça coûte cher. Et du coup, on utilise le réseau IP, que ce soit de la fibre optique ou de l'Ethernet, des câbles Ethernet classiques. Il n'y a pas de souci, le réseau va assez vite pour faire transiter des instructions d'écriture et de lecture de données. Donc ça, voilà. Sachez quand même que le ISCSI, on en parle aussi dans les NAS, puisqu'en fait les NAS, qui sont une sorte de disque réseau, je vais vulgariser de cette manière. Vous mettez des disques ici, vous avez une carte réseau de l'autre côté, et puis voilà, vous pouvez stocker des fichiers sur un stockage en réseau. Donc c'est le NAS ici. Et donc, si vous avez un NAS, si vous êtes curieux ou si vous avez déjà entendu parler de ça, sur les disques que vous mettez dans votre NAS, vous pouvez faire plusieurs trucs. Vous pouvez partager des volumes qu'ils soient accessibles en NFS avec un protocole Samba, des partages à la Windows. Et vous avez la possibilité d'utiliser du ISCSI. Voilà. Donc, en fait, c'est un mode client-serveur, c'est-à-dire que d'un côté, on a le serveur qui offre donc le stockage de fichiers, de l'autre côté, on a le client qui s'y connecte. Donc, le client, en termes ISCSI, c'est un initiator, et le serveur, c'est un target. Et il y a une autre notion, donc je vous mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo. Une autre notion, c'est la LUN, donc pour Logical Unit Number. Je vais faire une grosse analogie, mais c'est une LUN pour le contexte ISCSI. En gros, c'est une unité de stockage, entendez par là une partition sur un disque. Voilà. La LUN pour du SCSI et pour un NAS, c'est une partition pour un disque dur. Voilà. Donc, dans cette vidéo, ce que je vais faire, on va utiliser deux machines virtuelles. Celle-ci qui a deux disques, je vais l'utiliser comme serveur, entre guillemets. Et celle-ci comme client, donc je vais installer dans les deux cas une CentOS, que vous voyez avec un client comment on fait pour se connecter à un stockage SCSI, enfin en ISCSI de l'autre côté, et avec la CentOS où je vais installer la Target ISCSI, c'est que vous puissiez voir si jamais vous n'avez pas de NAS, puis que vous voulez vous faire un NAS bas de gamme, entre guillemets, vous prenez un vieux PC, il vous reste un vieux PC, vous installez une CentOS, vous mettez deux disques en plus dedans, vous faites un RAID logiciel, dessus et bam, basta, vous avez du stockage réseau avec une machine que vous avez peut-être sortie de la déchetterie. Donc, pour ça, on va utiliser dans les deux cas CentOS. Bien sûr, les commandes que je montre ici fonctionnent sur d'autres distributions Linux. Les paquets ne s'appellent pas forcément tout à fait pareil. Donc, on va installer les deux CentOS. Voilà. Donc, je vous montre la partie install pour que vous voyez comment ça marche, comment je vais installer tout ça. Hop, donc je vais grossir les terminaux, je les garderai pour tout à l'heure. On va commencer par installer le serveur. Donc là, j'ai pris la machine qui a deux disques durs. Comme ça, je vais installer l'OS sur un disque dur. Et j'utilise l'autre disque dur pour faire
tout l'espace de stockage. Donc c'est des petits disques parce qu'on est dans le cadre de machines virtuelles. Mais après voilà, je le fais juste sur un disque, mais vous pouvez le faire sur un volume RAID, sur ce que vous voulez. Donc je vais mettre évidemment des IP fixes pour être sûr que les IP ne changent pas au cours du temps, hein, c'est quand même recommandé. Donc sur le target, voilà, donc sur le serveur entre guillemets, ici ce que je vais faire, donc je désactive kdump, je laisse l'install minimal, j'installe sur le premier disque, voilà, et dans la carte, enfin dans les paramètres réseau, je mets le nom target et je vais mettre une IP fixe. Donc on fait comme ça sur CentOS. 192, 168, 21, 205, 24, 192, 168, 21, 254. Et le DNS, chez moi, c'est la même chose. Voilà. Donc je démarre l'install. Je mets le petit mot de passe qui va bien. Ok. Et je crée mon utilisateur ici. Ah oui, avec 2 fois le mot de passe. Voilà. Donc ça, c'est le serveur. Je vais le laisser s'arrêter, enfin s'installer. Je fais la même avec le client. Donc, ici, l'initiator. Donc, de la même manière, je désactive kdump. Terminé. Voilà. Partitionnement, je le fais sur le premier disque. Là, j'ai qu'un seul disque. Initiator. Je l'appelle initiator, ma machine. Hop, voilà. Et je mets de la même manière une IP fixe. 192, 168, 21, 202. 192, 168, 21, 254. Et pareil pour le DNS. Voilà. Tac. Donc kdump désactivé. Installation minimale. On installera tout ce qu'il faut après. Donc, en attendant que ça s'installe, on va avoir besoin de quoi? Alors, si notre serveur, c'est un client, donc c'est-à-dire que c'est l'initiator. Il n'y a rien, enfin, il n'y a pas besoin de faire bien grand-chose. On aura juste besoin d'avoir un système à jour, c'est tout. Pour transformer notre CentOS en serveur de stockage, il va falloir ouvrir des ports dans le pare-feu, puisque forcément, on est avec du protocole réseau, donc il faut ouvrir des ports dans le pare-feu. Et puis, on aura besoin également de quoi? On aura besoin d'installer les dépôts Upl, puisqu'en fait, dans les dépôts Upl, on va avoir le paquet qui va bien pour avoir le serveur, entre guillemets, ISCSI, donc installer toute la pile target ISCSI. Voilà. Et puis, sur les deux machines virtuelles, pour être tranquille, je vais désactiver SE Linux, comme ça, on sera vraiment tranquille. Il ne nous embêtera pas ce SE Linux. Donc en fait, ce serveur qui est, enfin cette CentOS qui est dans vidéo 2, elle va avoir un stockage, donc ce sera vu, fait sur le système d'exploitation de la même manière que si c'était un disque branché physiquement dans la machine. Donc c'est-à-dire que ce sera vu comme DevSDB, le disque DevSDB, sauf qu'en fait le stockage il sera de ce côté-là, mais c'est transparent pour l'OS. Voilà. Donc je vous fais cette vidéo là, c'est surtout que je vais avoir besoin en fait d'une machine qui a la possibilité d'accueillir, qui a la possibilité d'avoir qui soit target ISCSI pour une prochaine vidéo. Et donc du coup, je me suis dit autant mettre en application par le biais de cette vidéo, je vous l'accorde très technique, un article que j'avais écrit il y a un bon moment sur linuxtricks.fr dont vous aurez le lien dans le descriptif de la vidéo évidemment. Donc là, je vais redémarrer notre target. Donc je vais préparer les commandes pour se connecter en SSH. 205. Voilà. Et de l'autre côté, ce sera 202. Donc là, la partie serveur est déjà opérationnelle. Donc on va commencer à désactiver SE Linux. Donc sysconfig SE Linux. Disabled. Voilà. On fait un petit yum update. Et yum install epl release. Comme ça on installe le dépôt epl. Et on refait un petit yum update.
juste après. Le temps qui nous trouve les mises à jour, je redémarre le client. Donc, si vous avez bien suivi, l'initiator. Voilà. Et donc, je fais de la même de l'autre côté. Ah, il n'est pas encore démarré. Voilà. Donc, de la même manière, je désactive SE Linux. Voilà. Yum update et yum install EPEL release. Donc ça c'est facultatif hein, sur l'initiator, donc sur le client. Mais au travail, c'est systématique. Moi, j'installe EPEL release. C'est vraiment le dépôt incontournable. En plus, vous voyez, pour initialiser le dépôt EPEL, il y a directement le paquet dans CentOS qui s'appelle EPEL release. Donc c'est vraiment un dépôt sûr et on risque pas trop d'avoir de surprises. Voilà. Donc EPEL s'est mis en service de l'autre côté. Et voilà. Et donc je vais rebooter le serveur. Qui sera donc target ISCSI. Pour être sur le noyau. Puisque le noyau s'est mis à jour entre temps. Donc hop. Je vais forcer là. Voilà. Pour éviter d'attendre. Donc ici, j'ai deux disques. Fdisk, je vous montre avec fdisk-l. J'ai DevSDA dans lequel donc j'ai l'installation hein, de ma CentOS. Et donc j'ai DevSDB. Donc ce DevSDB, je vais l'utiliser comme disque. Donc je vais faire un volume group, hein, un groupe de volume et je vais faire du LVM dessus. Et en fait, on créera autant de LV, donc de volume logique, que de LUN qu'on souhaite faire. Vous savez, le LUN, les pseudo-partitions. Au niveau SCSI. Donc, je reboot le client et basta. Donc, là, ce qu'on va faire, dans un premier temps, on va installer sur la target, donc, les outils SCSI qui vont nous permettre de transformer notre CentOS en serveur. Donc, on va installer les SCSI target utils. Et pour installer sur CentOS, yum install. Voilà. Yes. Oui. Vous voyez, ça installe depuis EPEL certaines choses. Je vous remontre ici. Voilà. Ici, les SCSI target utils proviennent d'EPEL. Je me reconnecte de l'autre côté. Hein. Donc, important. Une fois que ça s'est installé, donc qui dit service, qui dit serveur, dit forcément chose à lancer avec systemctl. Donc systemctl start tgtd, qui est le nom du service qui gère la target. Et on l'enable hein, pour l'activer à chaque redémarrage. Comme j'ai gardé le pare-feu, eh bien firewall cmd-add-port. Donc on ouvre le port qui va bien. Qui est le port ici 3260 en TCP. Permanent. On ouvre aussi le port 860. Voilà. Et on recharge le pare-feu. Firewall-cmd-reload. Pour valider les changements. Ou sinon, il faut remettre firewall cmd add port sans le permanent. Donc voilà, on a notre pare-feu qui est configuré. Donc je vous montre ici. Netstat. Ah oui, c'est vrai, Netstat est déprécié maintenant. ss-tu plan. Enfin, c'est avec les options T-U-P-L-A-N-E. Hein, mais c'est moyen mémotechnique pour s'en rappeler. Pipe grep SCSI. Non, c'est pas SCSI, c'est TGT. Voilà. Donc on voit que le démon TGTD utilise le port 3260. Et le port 860, il est à ouvrir aussi. Mais je vous avoue que là, actuellement, j'ai un trou de mémoire. Je
Je sais plus pourquoi il faut l'ouvrir. Donc, ça c'est bon. On a le service TGTD qui est là, qui est prêt. Donc là, on va être en capacité de faire des LUN, de mettre à disposition des espaces de stockage via le réseau en ISCSI. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, est-ce que j'ai bien lancé l'enregistrement de la vidéo? Oui. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est créer, donc je vais créer sur DevSDB toute la pile LVM pour créer un volume logique qu'on va mettre à disposition de cette machine. Donc, pv create dev sdb, voilà. vg create, je vais l'appeler par exemple iscsivg, par exemple, c'est très bien. Dans le pv dev sdb, voilà. Et puis lv create, donc je vais créer un volume que je vais appeler Adrien, par exemple, ou je sais pas moi, tiens, par exemple srv initiator, on l'appelle comme on veut. Je vais lui faire une taille de 20 Go. Voilà. Et je le mets dans quel volume groupe? ISCSI VG. Voilà. Donc maintenant, si je fais un petit LVS pour voir le statut des différents volumes logiques, eh bien, on voit ici mon volume logique de 20 Go qui s'appelle ISCSI SRV Initiator sur ISCSI VG. Voilà. Donc il est dispo et il est là. Bon, c'est très bien. Donc là maintenant, on a TGTD qui fonctionne. On a notre espace qui va être disponible pour partager sur le réseau. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est de créer notre LUN. Donc là, ça va être très simple. Tout se passe dans le fichier etc tgt targets.conf. Et donc ici, on va définir l'ensemble de nos targets, enfin de nos LUN. Donc ici, ça fonctionne sous forme de balise. Donc target, on va mettre des trucs et on ferme la balise avec /target. Ok. Donc ici, on va utiliser la nomenclature traditionnelle. Voilà, donc on peut en créer plusieurs dans notre fichier, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais utiliser la nomenclature traditionnelle pour définir une target, entre guillemets. Donc ici, je vais l'appeler EQN 2019-01. Voilà. Et puis, je vais l'appeler lan. Je sais pas moi, Linuxtrix, par exemple, disons. Et puis TGT1, voilà, hop, la première de la liste. Et ici, donc maintenant elle est définie, mais il faut qu'on lui dise où est-ce qu'on va stocker, quel périphérique on va utiliser quand on va utiliser cette référence-là. Eh bien c'est facile, on met backing store, et là on indique le chemin du volume groupe, enfin du volume groupe et du volume logique. Donc ici, dev, iscsivg, et je l'ai appelé comment? Adrien, je crois. Non, SRV Initiator. Voilà. Donc là, j'enregistre. Donc ici, vous voyez, j'ai mis dev SCSI SRV Initiator. Donc si je fais un ls-l, hein, je vous montre bien. On peut mettre plusieurs noms différents. Donc vous voyez ici, en fait, le volume, on peut l'appeler soit par dev le nom du VG, le nom du LV, soit dev, puis le nom du VG, puis dm-2, non, dev dm-2, pardon, dm-2, voilà, il s'appelle comme ça aussi. Donc ça c'est le vrai nom. Après, moi je préfère utiliser cette dénomination-là, hein, le lien existe, donc c'est plus facile à se représenter. Dev, c'est un périphérique, le nom du VG, le nom du LV. Sinon, il y a aussi avec dev, mapper, et puis donc le nom du VG, le nom du LV, tirer le nom du LV. Donc ici, tac, et tac. Donc ça renvoie au même endroit. Je préfère celle-là, elle est quand même largement plus lisible. Une fois qu'on modifie le fichier targets.conf, on est obligé à chaque fois de recharger le service pour prendre en compte la nouvelle config. Donc systemctl, reload, tgtd. Voilà. Et donc, si
on veut administrer éventuellement ça, voir surtout le bon fonctionnement. Hein. On a la commande TGT ADM qui est assez sympathique. Voilà, donc elle s'utilise, il y a tout ça comme option. Voilà, donc elle est assez complète, cette commande TGT ADM. Moi, j'utilise que le --mode ici. On lui dit --mode target. Et donc là, oh pardon, --op show. Voilà, pour voir, pour faire une opération de visualisation. Voilà, donc ici, on a notre target numéro 1 qui est celle-ci. Voilà. Et donc, on a les informations de notre LUN. Donc ici, backing store, path. Et donc, on a notre stockage ici qui est utilisé et qui est présent sur cette machine. Donc ce que je vais juste faire, je vais installer Nmon pour voir les écritures sur le disque aussi. Donc là, c'est tout ce qu'il y a à faire sur la machine entre guillemets serveur. Donc ND, là avec Nmon, j'affiche les statistiques du disque et les statistiques du réseau. Parce que vous allez voir, quand on va écrire après une fois qu'on aura connecté en ISCSI ce serveur, sur le stockage qui est sur cette machine-là, on va voir qu'en fait les instructions passent par le réseau et que c'est ce disque-là qui est écrit et non pas celui-ci. Donc sur le client, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? Eh bien, de la même manière, on va installer quoi? On va installer le ISCSI. Donc de l'autre côté, on a installé le ISCSI Target Utils. Et bien là, on installe le ISCSI Initiator Utils. Voilà. Donc yes, on l'installe. Vous voyez, il provient des dépôts de base. Hein, donc là, il n'y a pas besoin de pelle pour installer ça. Donc là, ensuite, ce qu'on va faire, eh bien, on va utiliser la commande qui s'appelle ISCSI ADM de l'autre côté, donc elle s'appelle de manière différente, et on va découvrir les targets, donc c'est-à-dire toutes les cibles qui sont possibles à connecter. Donc ici, on fait ISCSI ADM --mode discovery db. Donc si on fait ça, ben, on n'a pas grand-chose. Donc --type send targets. Voilà. On va indiquer ici notre serveur 192, 168, 21, 205. Hein, ici, notre target c'est 205. Et --discover. Voilà. On part à la découverte de ce qui est disponible sur ce serveur. Et donc là, vous avez vu au moment où j'ai envoyé tout, on a l'info directe, donc on a l'IP du serveur évidemment, le port qui est utilisé, donc le 3260, c'est pour ça qu'il faut l'ouvrir, et ici on a notre target, ce qu'on a défini de l'autre côté. Donc on sait que celle-ci, c'est à celle-ci qu'on va vouloir se connecter. Donc je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le IQN en fait, c'est le nom qualifié ISCSI. ISCSI Qualified Name, c'est pour ça que j'appelle comme ça sur cette norme. Donc maintenant, pour s'y connecter, ça va être simple. Hein. On fait un petit ISCSI ADM. On utilise toujours la même commande. --mode node. Ensuite, on lui dit target name. Et là, on va lui donner le nom de la target. Donc là, hop, je copie-colle. Et sur quel serveur? Eh bien, sur lui. Hop, voilà. Toc. Donc on met l'IP et le port. Et --login pour s'y connecter. Voilà. Donc ici, on a vu une petite activité réseau. C'était pas très long, mais elle est apparue. Voilà. Donc ici, c'est marqué que une fois qu'on a lancé ça, hein, qu'on est connecté à cette target là. Voilà. Et donc on s'est connecté de manière avec succès. Si on veut se déconnecter, hein, on met ici log out. Voilà. Donc, ici, ensuite, si je fais un petit fdisk-l, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un disque DevSDB qui est présent de 21,5 Go. Pourtant, sur ma machine ici, hein, qui s'appelle Initiator, j'ai bel et bien mis qu'un seul disque. Vous voyez, il est que là, qu'un disque de 45 Go. Et donc, en fait, ce disque qui est vu en tant que DevSDB, qui fait 21 Go, eh bien, c'est celui qui est
hop là, c'est ici, c'est le DM2 qui est là. Donc, je vais vous le remonter là, hop, VGS, bon, genre, non, c'est plutôt LVS, voilà. Ici, il fait 20 Go, mon SRV Initiator. Oui, on est connecté dessus. Donc là, je remets Nmon. Et donc là, on a un disque DevSDB, mais en fait, qui est de l'autre côté. Et là, Fastoche, on l'utilise sur la machine ici, comme si c'était un disque normal. Donc DevSDB, voilà, on se connecte dessus. On fait le partitionnement qu'on a envie. On fait ce qu'on veut. Donc là, je vais faire juste une grande partition où il y a tout dedans. Mais si vous voulez faire du LVM dessus, vous faites du LVM. Vous l'utilisez comme un disque traditionnel. Ensuite, j'écris, oui, quitter, voilà. Donc si je refais un petit fdisk-l, cette fois-ci, j'ai ma partition devsdb1. Je vais créer mon système de fichiers, comme si c'était un disque normal. Devsdb1. Donc là, je crée le système de fichiers. Vous allez voir qu'il va y avoir de l'activité réseau, un petit peu, et de l'activité disque, donc sur DM2 ou sur le SDB de l'autre machine. Voilà, donc vous voyez, là, les instructions réseau. Il y a eu du réseau. Maintenant, ici, je vais monter mount dev sdb1 dans mnt. Voilà, je vais monter par exemple ici. Donc si je vous fais un df-h, voilà, dans mnt, j'ai monté ma première partition du deuxième disque là, donc dev sdb1, qui, je le rappelle, est ici. Hein. Donc vous voyez ici, il y a des écritures qui se font, il y a 2-3 bricoles, il y a des paquets qui sont là. Et donc, si par exemple, j'essaye, je sais pas, moi je dis, bah tiens, je veux sauvegarder, alors attendez, // je vais regarder quel est le, voilà, je veux faire une archive par exemple de /usr, et je veux sauvegarder ça sur mnt, hein, donc qui est sur devsdb1, donc je vais créer une archive tar, que je vais stocker sur devsdb1, donc dans /mnt, vous allez voir que les instructions vont transiter par le réseau et que ici DM2, donc qui est mon SDB1 ici, hop, voilà, ça va travailler. Donc tar-c VF, je ne vais même pas compresser. Donc l'archive, je l'appelle usr initiator.tar, voilà, et je vais sauvegarder par exemple tout le contenu de USR. Voilà. Donc là, je fais une archive tar dans laquelle je mets tout USR. Et vous voyez, il y a de l'écriture qui arrive là. Et le réseau s'excite. Et là, dès que l'archive tar est terminée, eh bien, les écritures redescendent tranquillement. Et les infos, les transactions réseau, ici, elles arrivent et elles disparaissent. Voilà. Et donc après, si je fais un reboot ici du serveur, parce que bon, il y a un moment où, voilà, la machine, elle peut redémarrer. Le client. Alors là, bon, faites exprès, j'ai pas mis le montage de dev sdb1 dans le fstab. Donc du coup, il va falloir que je remonte à la main. Mais vous allez voir que dev sdb1 sera toujours là au redémarrage. Donc là, je vais juste forcer un peu, histoire de ne pas attendre leur démarrage tranquillou. Voilà. On en connecte ici. Et là, si je refais un fdisk-l, vous voyez, mon devsdb1, il est toujours là. Donc là, il n'est pas monté, effectivement. Hein. Donc je vais le remonter, voilà, dans SDB. devsdb1 dans mnt. Voilà. Et si je vais dans mnt, j'ai bien mon USR, mon fichier tar avec tout le contenu de USR que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, je vais l'appeler initiator2. Voilà, hop, ouais. Je réécris dedans. Hop, voilà, on a les écritures qui sont ici et le réseau qui s'excite également. Par contre, évidemment, qui dit serveur dit que lui doit toujours être allumé. Hein. C'est-à-dire que là, bah, si par mégarde, hein, oulala, je reboot donc la target ici. Là, il va être en train, voilà, de redémarrer. Que je fais un ls/mnt. Bah, si le serveur de l'autre côté, il est redémarré ou qu'on a une coupure réseau, il est clair et net qu'on n'a plus accès, si vous voulez, au disque qu'il y a de l'autre côté. C'est évident.
Hein, c'est comme si vous êtes d'un côté d'un pont, vous voulez aller de l'autre côté, et puis que, bah, je sais pas, le pont il est en travaux, et puis que vous avez un trou au milieu, bah, vous pouvez pas aller de l'autre côté, quoi. Donc là, ok, ça marche toujours parce que la machine n'est pas redémarrée. Si je la redémarre de manière très sale, bon, on a peut-être un cache. Je vais bloquer le démarrage en attendant. Si j'essaie d'écrire quelque chose dans MNT, ben voilà, on a beau essayer d'écrire, ben autant je peux lister toujours le contenu parce que c'est dans le cache de la distribution de la CentOS. Mais là, je ne peux pas écrire tant que de l'autre côté, je suis pas connecté et que de l'autre côté, là, je suis pas opérationnel, quoi. Donc cette machine-là doit toujours être allumée, évidemment. Mais ça, c'est comme votre NAS, hein, votre NAS, il doit toujours être allumé. En tout cas, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura montré éventuellement comment installer, donc ça c'est à titre de curiosité, hein, d'installer un target ISCSI sur votre distribution Linux. Bon, ok. De voir aussi comment avec un client on fait pour se connecter à une target, donc l'initiateur fait pour se connecter à la target, donc ça peut être bien si vous voulez, je ne sais pas, par exemple vous connecter à un stockage permanent à votre NAS, hein, votre machine elle est sous Linux, bon, bah, vous voulez vous connecter de manière permanente, donc voilà, vous savez comment faire. Et voilà, et donc du coup, moi, cette machine-là, avec cette partie ISCSI, je l'utiliserai pour une autre vidéo où j'aurai besoin de montrer une solution qui a besoin d'accéder à un espace connecté en ISCSI. Et ben voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. La vidéo, elle a été un petit peu longue, hein, vous voyez, 31 minutes, 32 minutes. Mais voilà, j'avais envie de vous la faire. Et bien sûr, je vous mets en descriptif dans la vidéo l'article linuxtricks.fr qui récapitule toutes les manips que je viens de faire dans cette vidéo. Allez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.